Corinne Lepage, bonjour. Bonjour Darius, Jourdain. Vous êtes un visage de l'écologie européenne, ancienne ministre, activiste historique, on le rappellera. Vous serez omniprésente dans la conférence de Paris sur l'environnement. Vous êtes à Genève à l'invitation de Green Cross International. D'abord l'actualité, l'affaire Volkswagen, elle s'est vraiment invitée dans cet agenda écologique de manière très spectaculaire. C'est un tournant pour vous? Ah, oui et non. On n'est pas des perdreaux de l'année, Ouais. si j'ose dire. Et c'était un secret de polichinelle. Comme députée européenne, il y a 3 ans, lorsque nous avons voté la norme Euro 6, vous savez qu'on change régulièrement les normes de véhicules, nous étions un certain nombre de députés européens à dire que ça suffisait comme ça, Mhm. et que quand on avait des facteurs de 1 à 5, voire 1 à 10, entre ce qu'annonçaient les constructeurs et la réalité, c'est qu'il y avait un problème. Et donc, nous voulions un changement complet des méthodes de contrôle. On a eu un changement minimum qui sera opérationnel à partir de 2017. Vous dites on a toujours sous-évalué Mais les oui, on le émissions, savait, toujours. on le Ouais. savait, on le savait. Alors, on pensait que c'était lié largement aux conditions de route. On n'imaginait pas qu'il y avait un logiciel dans le moteur pour truquer. Mais tout était possible tant la différence était grande. Là, c'est vraiment un mensonge organisé. Oui. Vous, comme avocate, comme ministre, vous avez été souvent face à ces très grands groupes, hein. Comment vous imaginez une folie pareille? Qu'une maison comme Volkswagen, si puissante, si riche, fasse une erreur pareille? Ben, vous savez, je crois que pour un certain nombre de gens, arrivés à un certain niveau, Ouais. ils ont le sentiment d'être totalement invincibles. Il peut rien leur arriver. Nous, Hmm. on a le même problème en France avec certains responsables qui croient pouvoir commettre n'importe quelle malversation sans que Ouais. ça se sache et surtout sans qu'il y ait de conséquences. Vous l'avez vécu face à des multinationales. Vous avez été souvent, vous, cabinet Ah, d'avocat ou ministre, face à des ah oui, mais multinationales. parfois je Ouais. suis stupéfaite. Bon, un domaine que je connais assez bien, qui est celui des OGM et des pesticides. Quand je vois la manière dont agissent certaines multinationales, les bras m'en tombent. Et donc, mais je pense par contre que votre question est tout à fait justifiée parce qu'il y aura un après Volkswagen. Doublement. D'abord, parce que on va se rendre compte que certaines technologies ne peuvent pas tenir les Hmm. promesses qu'elles prennent. C'est-à-dire que le diesel, pour prendre cet exemple-là, ne peut pas arriver aux normes de pollution qu'on lui impose. C'est Donc, la fin du diesel qui se profile. je pense à terme, oui. Ouais. Ou alors, il faudrait une révolution technologique pour que ça change. Mais Ouais. je pense que oui, notamment à cause des NOx. Il y avait, pardon, une forme de mensonge sur le diesel. On a tellement dit, cette fois, vraiment, c'est presque aussi propre, Oui, etc. oui, on voit que c'est pas vrai. Ouais. Notamment sur le dioxyde d'azote, c'est pas vrai. Bon. En particules fines, il y a peut-être des progrès, mais dioxyde d'azote, non, ça va pas du tout. Et puis, il y a une deuxième conséquence qui est d'ordre économico-financier, c'est que le risque financier que peut prendre une multinationale en procédant de la sorte va être, à mon avis, très durement sanctionné Hmm. pour Volkswagen, qui a déjà perdu une grande partie de sa valeur en bourse, et à mon avis, c'est pas terminé. Et par voie de conséquence, je pense qu'un certain nombre de grandes firmes, avant de jouer à ce jeu-là, vont avoir présent à l'esprit l'affaire Volkswagen. Son président disait, il y a un risque vital pour Mais Volkswagen. Vous y oui, croyez? oui. Volkswagen peut mourir? Regardez ce qui s'est passé avec Union Carbide Ouais. en 1982, hein, après Bhopal. Alors, la boîte s'est reconstituée autrement, etc. Mais enfin, ça a été un cataclysme. BP paye 57 milliards. Ça a été annoncé aujourd'hui même, parce que la somme Ouais. est définitive pour Stock One. C'est une très grosse boîte, elle peut supporter. Mais combien de sociétés peuvent se payer le luxe de payer 57 milliards de dollars? Est-ce qu'il y a en général une forme de mensonge commode sur l'automobile? On le voit bien, par exemple, chacun le voit, hein, ta consommation annoncée, la consommation réelle, on voit bien Ça que n'a ça rien à colle voir, pas. bien sûr. C'est généralisé. Je crains que oui. Je crains que oui. Parce que, bon, on est peut-être tous les uns et les autres pas des conducteurs absolument Mhm. géniaux et qu'on accélère un peu trop ou pas assez, en fait, etc. Enfin, les normes, elles devraient être pour le conducteur normalement constitué, si je puis dire, qui conduit, comme on disait dans le Code civil français, en bon père de Mhm. famille. Corinne Lepage, l'autre dossier où vous êtes très actif, c'est le dossier du nucléaire. Euh, Maintenant que on est en pleine préparation de la conférence de Paris, est-ce qu'au fond, ça remet en selle le nucléaire? Parce qu'au fond, par rapport aux énergies très polluantes, beaucoup disent c'est relativement propre, à court terme en tout cas. Bah, la France en fait un argument de vente, si Ouais. je puis dire. Sauf que le nucléaire est, à mon sens, en train de devenir l'énergie la plus chère du monde.
Et ça va devenir totalement incontournable. Quand vous voyez les coûts actuels de l'éolien et du solaire, alors vous allez me dire ça dépend des ensoleillements, etc. Mais par exemple, on arrive maintenant au Texas, dans une centrale thermique solaire qui est en train d'être construite, à des coûts de 4 centimes d'euros, ou de dollars plutôt, 4 cents. Le kilowattheure, c'est quasiment le prix du charbon. Donc, il y a une baisse des coûts considérable pour l'éolien et le solaire, et le nucléaire n'arrête pas de grimper. Donc, je pense que la faiblesse du nucléaire, ça ne va pas être les déchets, malheureusement, ça devrait l'être, mais ça ne l'est pas, ça va être la question financière. Il y a eu Fukushima, on l'a vu en Suisse, on a dit abandon à l'horizon 2034. Après, on a parlé de 2050. Maintenant, il n'y a même plus de date vraiment fixée. Est-ce qu'un accident majeur en Europe est possible d'après vous? Oui. Probable, sans doute pas. Possible, oui. D'abord parce que personne n'est à l'abri d'une erreur humaine, et puis parce que nos centrales sont vieillissantes et que vous pouvez bricoler pour les améliorer, mais il n'en demeure pas moins qu'un béton qui a 30 ans ou 40 ans, il a 40 ans, que des soudures qui ont 40 ans, elles ont 40 ans, et que, indépendamment de la matière nucléaire, ce sont des installations faites comme d'autres. Alors, je ne sais pas en droit suisse, en droit français, il n'y a pas de durée de vie chez nous, des centrales nucléaires. Mais tous les 10 ans, il y a une visite. Ça, c'est une obligation communautaire, une visite décennale. Mais il y a une durée de vie nominale, comme il y a une valeur nominale des parts d'une société, c'est pareil. Et cette durée de vie nominale, c'est 40 ans. Tout près des frontières de la Suisse, il y a la centrale du Bugey. Oui. C'est un dossier que vous avez empoigné. La ville de Genève et le canton m'ont fait l'honneur de me demander d'assurer leur défense dans cette affaire, absolument. C'est une centrale qui présente des risques particuliers? Oui, parce que d'abord, elle est ancienne, c'est une des plus vieilles, comme Fessenheim. Ensuite, il y a des risques d'inondation assez importants. C'est une centrale très vieillissante, avec une succession d'incidents. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une centrale à laquelle on a rajouté ICEDA, comme vous savez. C'est-à-dire que ça fait une très grosse installation à proximité d'autres usines Seveso et dans une zone extrêmement peuplée. Donc tout ça crée quelque chose qui est quand même très particulier à cette centrale. Bugey, Fessenheim, c'est deux centrales qui sont souvent dénoncées comme vieillissantes. Oui. C'est le cas des deux. Absolument. Fessenheim dans la même mesure? Oui, Fessenheim est un petit peu plus ancien. Alors Fessenheim, il a une particularité supplémentaire, c'est que c'est dans une zone très sismique. Bugey, un peu. Fessenheim, très. Et Fessenheim est construit 8 mètres en dessous du canal du Rhin. C'est-à-dire que c'est une rupture de digue. Je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. C'est un risque qui est très présent à votre esprit? Vous savez, j'ai été ministre de l'Environnement. Ministre de l'Environnement, il gère la sûreté nucléaire, il co-gère avec l'industrie la sûreté nucléaire. Dans les 2 ans où j'ai exercé ces fonctions, je ne peux pas vous dire que j'ai été inquiète pour nos centrales, parce que nous avons des ingénieurs compétents, et qu'à l'époque, c'est il y a 20 ans, les centrales, sauf Creil-Malville, qui était à part, présentaient de très bonne qualité de sécurité. Il s'est passé 20 ans, c'est des centrales vieillissantes dans lesquelles malheureusement EDF a très peu investi pendant des années parce qu'il y a une politique commerciale très agressive vis-à-vis de l'étranger. On a investi aux États-Unis, au Brésil, en Argentine et je ne sais où, mais tout cet argent-là, en attendant, il n'a pas été mis sur l'entretien des centrales. Et donc on a une accélération du vieillissement des centrales. Et vous ajoutez à cela un personnel vieillissant, dont beaucoup sont partis à la retraite, avec un grand savoir-faire qui est parti, un recours massif à la sous-traitance qui pose toute une série de problèmes, notamment en termes de qualité des gens qui sont employés et de leur protection aussi, bien sûr. Et tout ceci fait que c'est une succession de petits sujets qui finissent par faire un grand sujet. Cette fin d'année, la COP21, novembre, décembre 2015. D'abord, François Hollande, il est au cœur de tout ça. Il a évolué. C'est un président écolo, d'après vous? Je ne dirais pas que c'est un président écolo, mais je pense qu'il est convaincu de l'importance de l'affaire climatique. Indépendamment de ce qu'on peut dire en disant il va s'offrir une grand-messe. C'est une vitrine pour la France. Ouais. Bon, que c'est une belle vitrine pour la France, etc. Je pense qu'il est vraiment convaincu que c'est un sujet tout à fait important et qu'il a envie de le porter. Donc là-dessus, j'ai pas de doute. Alors ensuite, je dirais que le niveau de l'accord, ça ne dépend pas que de la France, malheureusement. Les critères pour que ça marche, c'est quoi? Il y a des critères où on pourra dire il s'est passé quelque chose. Bon, le premier événement, c'est si tous les États
ont des engagements. Alors vous allez me dire, à Copenhague, ça avait commencé. Hein. Enfin là, c'est quand même plus solide. Et surtout si ces engagements sont solides. Pourquoi ? On a aujourd'hui une série d'engagements, on nous dit, ça nous met à 2,7 degrés. C'est beaucoup trop. Et en plus, on n'est pas sûr que ce sera tenu. D'où l'importance de l'évaluation, du contrôle et de la sanction. Donc, à mes yeux, il y aurait vraiment un succès s'il y avait des engagements très forts sanctionnés. Deuxième point, l'argent. Ça fait 107 ans qu'on tourne, enfin pas 107 ans, mais 5 ans, qu'on tourne autour de l'alimentation du fameux fonds vert à 100 milliards. Bon, il est temps qu'on dise comment on le réalise. Et puis, je dirais que surtout, il faut qu'on arrive à des opérations concrètes. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne soit plus dans les paroles, mais dans les actes. Alors, ce qui est formidable, ça c'est l'aspect positif, c'est tout l'agenda des solutions. C'est-à-dire de montrer qu'on est rentré dans un nouveau monde. Un monde de solutions concrètes qui permettent aux pays du Sud d'avoir de l'énergie, grâce au solaire en particulier, aussi à l'éolien ou la géothermie, qui permettent de substituer des nouveaux modèles économiques aux anciens. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont sur la table et ça, c'est très important. Corinne Lepage, quelques mots sur vous, sur votre parcours. Vous êtes vraiment une écologiste historique, hein, dans les affaires de pollution, on peut le dire, oui. de la fin des années 70, 70. Oui. Vous étiez déjà là. Oui. C'était les premiers combats. 78, la Moco Cadiz. Ensuite, il y a eu, alors je parle professionnellement, ensuite il y a eu Creil-Smallville quand même. Il faut rappeler Moco Cadiz, énorme affaire de très grosse pollution affaire. On a pétrolière. fait condamner aux États-Unis, et c'est unique que des étrangers y soient arrivés. Nous avons fait condamner avec Christian Huguelot, qui a mené le dossier, 98 communes. Pour 98 communes et des tas de personnes privées, Standard Oil of Indiana, qui était à l'époque une des 7 sœurs. Ça a été la fin des pavillons de complaisance sous cette forme-là, c'est-à-dire le fait que les sociétés pétrolières avaient une société par pavillon. Alors, ce n'était pas vraiment des sociétés de complaisance, mais quasiment. Voilà, ça a été terminé. Ensuite, il y a eu l'Erika, après Creil-Smallville, donc 3 succès sur Creil-Smallville, puis l'Erika en 1999, où j'ai gagné en 2012. Voilà, et ceci se raccroche à quelque chose qui me tient vraiment à cœur et raison pour laquelle j'étais aujourd'hui à Genève, à Green Cross, c'est l'élaboration d'une déclaration universelle des droits de l'humanité. Alors, ça paraît d'une extrême prétention, ce que je suis en train de dire. C'est une demande que m'a faite François Hollande de travailler à ce document pour la COP 21. Donc, je le lui ai remis, le texte lui plaît beaucoup. Mais maintenant, mon travail consiste à mobiliser la société civile autour de ce texte pour que cette déclaration, certes, elle doit être adoptée par les États, on est dans un système de droit international public, mais elle doit être portée par chacun. Et donc, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, 40 millions de scouts dans le monde ont décidé d'être les ambassadeurs de cette déclaration partout dans leur pays. Or, les enfants et les jeunes, c'est la première génération future à laquelle nous devons nous intéresser. On disait que vous avez affronté des grandes sociétés en affaire Moco Cadiz dans les OGM, idem, vraiment des géants qui ont des moyens colossaux. C'est fou. Quand est-ce que vous avez senti ça? Je veux dire que vous affrontiez vraiment des puissances d'argent. Je dirais que l'affaire dite Serralini, entre guillemets, c'est-à-dire la publication qui a été faite d'une étude sur 2 ans, sur des rats nourris avec des OGM, alors que les études habituelles sont sur 3 mois. Là, c'était sur 2 ans. Ça a été une affaire 200 énorme. rats. Il y a eu un retentissement. C'était une affaire universelle. Et le malheureux Gilles-Éric Serralini a été l'objet d'une violence dans les attaques personnelles. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. C'est absolument incroyable. Ça, c'est la puissance de l'argent de certaines grandes sociétés. C'est la puissance de l'argent. Ils ont quand même été capables de faire dépublier son étude en faisant nommer comme directeur de la publication de l'organe qu'il avait publié quelqu'un qui venait de chez eux, de chez Monsanto, qui ensuite est parti. Mais quand même, c'est absolument incroyable. Ils ont une puissance de frappe fantastique. La vocation, elle est venue quand, pour vous? La première? C'est une double rencontre. Intellectuelle d'abord, parce que j'ai fait une thèse de droit public, j'oserais dire que j'ai déposé en 1975, donc vous voyez, c'est pas aujourd'hui, sur la notion de coût social en droit public, les externalités. Et puis en 1977, j'ai rencontré Christian Huguelot, mon mari,
Et Hein. nous avons fait toute notre vie ensemble. Et lui était déjà dans les dossiers d'environnement. Et donc, il m'a donné l'aspect pratique de la réflexion théorique qui était la mienne. Et je suis une femme qui est très attachée aux questions de justice. Et cette question-là de l'environnement est pour moi tout simplement une question de justice vis-à-vis des autres et vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de notre environnement. Avocate, féministe, hein, vous Oui. vous caractérisez comme féministe Oui, réelle. j'accepte le mot qui est Ouais. très décrié, peut-être parce que j'ai été MLF il y a 40 ans, mais tout simplement parce que je pense qu'il n'y aura que les femmes pour renverser les dictatures, Mhm. parce qu'elles en sont les premières Elles victimes. sont différentes vraiment. On participe, hommes et femmes, de l'espèce humaine, mais je dirais que les femmes sont très souvent encore victimes de discrimination. Elles sont les principales porteuses d'une volonté d'égalité. Et en cela, elles ont en elles quelque chose qui est extrêmement fort. Et puis, quoi qu'on dise, on est rattaché à la vie, on donne la vie, c'est quelque chose de magnifique. Et ça, je crois que c'est propre aux femmes. J'en suis même sûre, d'ailleurs. Vous faites partie d'une génération de femmes, hein, alors des âges un peu différents, mais des Gisèle Halimi, des Françoise Giroud. Vous reconnaissez dans une génération particulière? Oui, elles sont un petit peu plus âgées. Ouais. C'est entre ma mère et moi, si je Ouais. puis dire. Mais oui, il y a eu des femmes formidables qui sont des exemples. Vous pourriez citer Simone Veil. Et puis, à l'étranger, un des gros Portland. Enfin, il y a énormément de femmes de cette génération. Peut-être parce qu'on a eu la chance de naître après la guerre, enfin, en ce qui concerne ma génération. Donc, on n'a pas vécu la guerre. Mais en même temps, on appartient à deux mondes. On a été élevé par des gens qui viennent de l'ancien monde, donc avec des principes assez rigoureux, le sens de la justice, de la rigueur, d'une certaine honnêteté. Et puis, on est quand même, on a vécu dans le monde contemporain. Et donc, c'est ce mélange, je pense, qui fait une certaine fermeté. Et puis, même avec l'âge, l'attachement aux valeurs et aux idées. Vous parliez de votre père, hein, qui était un Oui. parfumeur chez Rochas, Absolument. homme de rigueur, qui vous a donné cette éducation-là. Oui, oui, c'est ma famille, oui, mon père. J'ai perdu ma mère très très jeune, donc mon père m'a beaucoup élevée. Mais ma grand-mère, enfin mes grands-mères, auxquelles j'étais extrêmement attachée. Voilà, je suis d'une famille où la famille a du sens. Et Ça- c'est pareil avec mes enfants et mes petits-enfants d'ailleurs. Ça demandait comme femme une volonté particulière. On a souvent le préjugé, hein, qu'il faut être 2 fois plus ambitieuse. C'était le cas. J'ai eu la chance d'être mariée à quelqu'un d'hyper féministe, Ouais. parce que je n'aurais jamais fait la vie que j'ai menée si mon mari ne m'avait pas aidée. Ça, c'est tout à fait évident. Le machisme, vous en avez souffert? Ah oui. Mais Comment ça se marquait? ça s'est marqué par des réflexions, par des intonations. Quand j'ai eu, en tant que ministre, j'ai vécu une affaire incroyable autour du Code de l'environnement où j'ai été accusée d'avoir fait des fautes d'orthographe, comme si c'est moi qui avais écrit le Code de l'environnement, par des machistes qui n'auraient jamais osé dire ça à un homme. Mais je dirais que j'en ai peut-être moins souffert que d'autres parce que je suis venue à la politique par la technique. Je suis une femme de la société civile, que j'ai jamais été très politicienne, même si j'aime la politique parce que j'aime les autres. Et donc j'ai moins souffert que d'autres. Vous vous imposez, hein, ça paraît un détail. Vous êtes toute petite, hein, vous faites 1m50 et 1 à peu près, 1m52. Mais quand vous apparaissiez dans un prétoire ou dans une salle ou au Parlement européen, affrontant des très grands groupes, on disait waouh, Madame Lepage arrive. Hein. Il paraît que certains, je leur fais peur. Écoutez, tant mieux, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas peur. Ils ne me font pas peur. Ouais. Parce que peut-être j'arrive à un âge où, vous savez, j'ai une grande partie de ma vie derrière moi. Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Je cherche à faire au mieux possible dans les années qui me restent à être efficace. On ne va pas entrer dans les méandres de la vie politique française, mais enfin, vous l'avez pratiqué depuis très longtemps. Vous étiez ministre de Jacques Chirac. Dans cet ordre d'idées-là, l'écologie, la conscience de l'environnement, il avait une vraie sensibilité, lui? À l'époque, non. Ou très peu. Il y avait une chose qui l'intéressait, c'était le littoral. Ouais. Il m'avait dit, vous ne bougez pas. Non, je crois que c'était lié au fait que pendant la guerre, il avait passé une grande partie du temps au Royal Canadell et qu'il avait aimé cette partie encore très protégée de la Côte d'Azur. Et donc, il m'avait dit, Corinne, vous ne vous laissez pas faire sur la loi littorale. Donc ça, c'est quelque chose auquel il tenait. Mais je pense qu'il a pas mal évolué par la suite, et on se souvient tous de ce discours de 2002. Hein. Ouais. Il y a le feu à la maison et nous regardons ailleurs. Voilà, et il y a une Chirac-mania aujourd'hui, il y a une sorte de nostalgie de Jacques Chirac. Vous qui avez été sa ministre, vous la comprenez? C'est quelqu'un d'éminemment sympathique.
Bon, on peut raconter, il y a beaucoup de choses à dire Hein. sur Jacques Chirac, mais c'est quelqu'un de chaleureux. C'est un vrai républicain. Je dirais que par les temps qui courent, c'est précieux, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu chez lui l'ombre de quelque chose de désagréable, comme on peut le voir aujourd'hui dans des partis de droite. Pas du tout. Il était plutôt radical socialiste en réalité, même s'il était le patron du RPA. Il y avait cette fibre-là chez lui, qui venait probablement de son père et de sa famille. Et puis, c'est quelqu'un d'éminemment chaleureux, gentil, sympathique, prenant le soin de la santé des autres, etc. Voilà, je crois que c'est ça qui passe aujourd'hui dans l'opinion publique française. Vous étiez à Genève à l'invitation de Green Cross, très grande organisation écologiste. Alors Alexandre Likotal, Adam Koniuszewski, Pierre Muller, Mikhail Gorbatchev, hein, qui Oui, est son président historique. Les grandes figures aujourd'hui, alors il y a le pape, hein, oui. avec Laudato Si, ça a été un changement. Ah, l'encyclique du pape est quelque chose de remarquable. C'est probablement un des textes politiques les plus forts qu'on ait écrit depuis des années et des années. Je dirais que depuis Václav Havel, qui avait écrit des choses très fortes, j'ai pas vu grand-chose de ce niveau. Mais je ne dis pas que j'ai tout lu. Corinne Lepage, merci, rendez-vous. Merci à vous. Fin de l'année, il se sera passé quelque chose là, fin Écoutez, 31 décembre 2015. j'espère que la Déclaration universelle des droits de l'humanité sera sur les rails et j'espère qu'on aura un accord fort et puissant à Paris. Merci Corinne Lepage. Merci à vous.